Tolga Koskoun dirige justement l'un des 4 pôles d'ARP Astrans, qui est un pôle dédié à la biodiversité. Donc je passe la parole tout de suite à Tolga Koskoun. Vous avez très bien dit, il y a des architectes OUPA ce soir sur la scène, donc je suis le OUPA, c'est l'écologue du groupe. Donc c'est assez intéressant pour moi d'être là, évidemment, parmi les illustres architectes qui sont sur cette scène. Et je vais vous parler en introduction, assez rapidement, de la biodiversité urbaine, ou la nature en ville. Donc j'espère que vous vous rendez compte que c'est un oxymore avant tout, hein, la nature en ville. Et pour autant, c'est un sujet qui est très très sérieux, enfin, je crois. Le premier point, faisons quelques définitions peut-être. Je pense qu'il faut savoir de quoi on parle quand on veut parler, quand on veut maîtriser un minimum un sujet. Que fait l'écologue? Il étudie le fonctionnement des écosystèmes. Et la biodiversité, c'est un mot qui a été inventé assez récemment. Il date de 1985, donc il est plus jeune que moi. Et c'était un écologue, Wilson, qui en avait marre d'expliquer ce qu'était le fonctionnement du vivant, puisqu'il disait le vivant, c'est des espèces qui interagissent entre elles avec leur milieu, et puis en plus tous les individus d'une même espèce qui sont en compétition pour la reproduction, pour la prédation, etc. etc. C'était très compliqué à expliquer, donc il a inventé un mot, il a dit le fonctionnement du vivant, c'est la diversité du vivant, c'est la biodiversité. Donc la biodiversité se repose sur une science qui est l'écologie, qui étudie le fonctionnement des écosystèmes. Donc vous avez plusieurs niveaux de biodiversité dans les carrés emboîtés. Vous ne voyez peut-être pas, mais on commence par les gènes, on va sur les cellules, les organes, les organismes, les espèces. L'organisme, c'est l'individu. Vous, moi, et qui sommes la case d'au-dessus, l'espèce humaine. Ensuite, on a les populations, les communautés, les écosystèmes, et on peut monter jusqu'aux biomes, les grands biomes, la forêt tropicale, les forêts continentales, etc. Et les 3 niveaux qui sont les plus étudiés, les mieux connus, ce sont la diversité génétique, qui permettent essentiellement aux espèces de survivre par la compétition, l'adaptabilité, la diversité des espèces, qui est la facette que l'on comprend le mieux de la biodiversité. Quand on a plein d'oiseaux, d'espèces différentes, des hérissons, des lézards, on se dit, voilà, il y a plein de biodiversité, mais c'est juste une brique de la biodiversité. Et puis la diversité des écosystèmes, et ça c'est assez intéressant dans l'objet urbain aussi, on peut avoir une diversité d'habitats écologiques ou d'écosystèmes dans la ville. Et donc l'écosystème, c'est ce que vous voyez ici, c'est toute une chaîne de flux, d'énergie, de compétition, etc. Beaucoup trop complexe pour être expliqué. La nature, en revanche, ce n'est pas du tout un sujet scientifique, c'est juste une construction culturelle et sociale. C'est la perception que l'être humain a du vivant qui l'entoure. Et j'aime bien cet exemple. Vous voyez, à droite, vous avez une grève qui est tout à fait naturelle et qui abrite d'ailleurs un écosystème qui est très particulier. Et puis à gauche, vous avez une forêt de sapins totalement artificielle qui est plutôt un socio-écosystème. Donc il y a un écosystème qui a une utilité pour l'espèce humaine à travers une activité économique. Donc on voit bien que sous le terme nature, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut tant qu'on est tous d'accord sur sa compréhension. Et c'est pour ça que parler de nature en ville, c'est assez intéressant finalement. Pour autant, il y a quand même une biodiversité urbaine, enfin je crois. Au début des années 90, quand les premiers écologues ont dit mais il se passe des choses en ville quand même, il y a des espèces, on essaie de s'en débarrasser en plus, et ils viennent quand même, le pigeon, on met des pics partout, il revient, les rats, il y en a partout. Vous voyez, bon, vous voyez peut-être pas assez l'image de gauche, mais ça c'est le nombre d'espèces de nuisibles qu'on peut éradiquer dans sa maison. Il y a beaucoup d'espèces. Et tout ça, ce sont des espèces qui sont là malgré nous, et dont on essaie de se débarrasser. Et peut-être qu'on peut, si on fouille un petit peu, on peut peut-être chercher à trouver un début d'écosystème dans la ville. Et ce qui est assez intéressant, si vous regardez en haut à droite, vous avez le milieu naturel des pigeons. Le pigeon bisé, qui vit dans des falaises verticales, minérales, plutôt sur la côte atlantique, et dont les populations sont quasiment éteintes d'ailleurs. Et le pigeon en ville est une espèce qui a été domestiquée, puis qui s'est échappée, et qui a colonisé la ville, parce qu'elle a trouvé, suivez mon regard, des surfaces verticales minérales.
Voilà. La ville peut devenir un écosystème pour un certain nombre d'espèces adaptées. Et je vous ai mis à gauche une petite affichette de la mairie de Paris avec des espèces qui sont vraiment inféodées au bâti. Je ne parle pas des parcs et jardins, des cours d'eau, je ne parle pas des caniveaux, je ne parle pas des jardins où chacun de ces faciès peut développer des écosystèmes et une diversité d'espèces différentes. Là, c'est vraiment que le bâti, les espèces inféodées au bâti. Et puis je vous ai mis en bas, mais je vais pas perdre beaucoup de temps à vous l'expliquer. La ville a une particularité qui est assez intéressante, c'est que on a des habitats très petits et on a ce qu'on appelle beaucoup de lisières. Donc la lisière ou l'écotone, c'est quand on rejoint deux milieux différents. Et en fait, ces milieux-là sont les plus riches en termes d'espèces. Et donc la ville peut être présenter ce genre de faciès qui sont assez riches. Alors comment on travaillait le sujet? Je vais vite, hein. Il y a forcément beaucoup de choses que je n'ai pas évoquées. On aurait pu parler d'agriculture urbaine, on aurait pu parler de biophilie, etc. Mais voilà, il faut aller vite et laisser la parole. Il y a tout d'abord la végétalisation du bâti, évidemment, qui est un élément clé, que ce soit la végétalisation verticale ou la végétalisation des toitures, en toutes les enveloppes, en gros. On peut faire des systèmes complexes avec des systèmes d'irrigation, des substrats, ou laisser pousser les plantes naturellement, comme cela se fait d'ailleurs dans les milieux naturels. Il y a le choix du travail qui peut être fait dans les jardins en termes de plantation, en termes d'habitat, les choix des plantes. Aujourd'hui, un sujet qui est vraiment en train de monter en pleine puissance, c'est la diversité génétique des plantations. Essayer d'éviter les monocultures, mettre dans toute la ville des cultivars, des clones pardon, des mêmes espèces. Et puis il y a la connectivité, les espèces ont du mal à circuler dans la ville, donc il faut leur apporter. En haut, vous voyez un troisième colonne, vous voyez un crapaud-duc qui passe sous une route, donc pour éviter l'écrasement des amphibiens. Et je pense que celle d'en bas parle toute seule. Et puis il y a ce qu'on appelle les biotopes artificiels, pardon de vous assommer de jargon. Le biotope, c'est le lieu de vie. Donc on peut créer des lieux de vie artificiels pour les espèces, ce qu'on appelle les nichoirs, les gîtes à insectes, etc., etc. Et donc toutes les espèces que je vous ai montrées précédemment peuvent être accueillies par des biotopes artificiels. Et puis il y a d'autres sujets encore, un peu plus généraux. On sait aujourd'hui qu'une des premières causes de mortalité des oiseaux en ville est l'impact sur le vitrage. Donc peut-être que vous avez vécu cette expérience. Un jour, on voit un oiseau se prendre une vitre et puis repartir. Des fois ça peut être assez drôle d'ailleurs, mais souvent en fait ils vont mourir un peu plus loin, donc ça c'est moins drôle. Et assez étrangement, c'est vraiment la première cause de mortalité des oiseaux en ville. Donc on sait travailler ce sujet du vitrage en évitant les transparences dans les coins et les reflets dans les surfaces planes. Et puis il y a la question de la pollution lumineuse, qui n'est pas qu'un sujet de biodiversité. Le fait de pouvoir observer la nuit étoilée est un vrai sujet de santé humaine et de culture, mais également un sujet d'écologie, puisqu'il y a des espèces qui vivent la nuit. Je pense que je ne vous apprends rien. Il y a la question de l'eau. La gestion de l'eau dans la ville peut devenir un support de biodiversité, puisque les zones humides en France ont régressé de 70% en un siècle, et c'est un des milieux les plus menacés en France. Donc la ville peut devenir aussi, alors un peu moins sur le bâtiment, mais les espaces attenants peuvent devenir des supports de biodiversité. Et puis il y a tout le sujet de l'humain qui est vraiment clé autour de la pédagogie de la nature, la réappropriation de la nature par les urbains. J'en parlerai très rapidement. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps de parole ou pas, mais peut-être encore 2 minutes. Je me suis amusé à réfléchir à ce que pourrait être une démarche de biodiversité positive dans un projet. Je vois quatre éléments clés. Tout d'abord, travailler le sujet de l'écologie. Je vous ai dit que c'était une science, donc là, travailler avec cette science. Le deuxième sujet, c'est comment le bâtiment peut devenir support de vie.
Le troisième, c'est le jardin. Évidemment, le jardin est de façon assez logique un des supports évidents du vivant. Et puis, cette relation des urbains à leur nature de proximité qui peut être clé. Sur le premier volet, je dirais qu'il y a vraiment deux sujets. C'est comprendre l'écologie du site. On ne va pas travailler la biodiversité de la même façon à Marseille qu'à Paris, ou même dans tel ou tel quartier de Paris. Les enjeux ne vont pas être les mêmes si on est au bord de la Seine ou au bord du bois de Boulogne. Ou quand on est à Nairobi, au Kenya, la biodiversité urbaine, c'est un lion qui traverse la route. Voilà. Donc vraiment contextualisation. Et puis cette connectivité écologique qui est vraiment importante, laisser les espèces circuler. Le deuxième sujet, c'est comment l'architecture peut devenir refuge au végétal, mais aussi à la faune, avec tous les exemples que j'ai montrés précédemment. Et puis ce que j'appelle la biodiversité grise, si vous êtes familier au sujet de l'énergie grise, la biodiversité grise, c'est la biodiversité consommée par le projet en dehors du site de construction. C'est les matériaux, c'est l'impact biodiversité des matériaux. Quand on va extraire des granulats dans la baie de Somme, par exemple, on a un impact sur la biodiversité. Dans les jardins, il faut multiplier les habitats écologiques, travailler la gestion des eaux de pluie, tout ça je l'ai dit, mais la question des sols aussi est fondamentale. Un sol n'est pas un substrat inerte. Un sol contient plus de vivants que l'ensemble des espèces au-dessus du sol en termes de poids. Le sol est un milieu vivant avant tout, et d'ailleurs c'est le vivant qui crée le sol, avant même l'érosion, le vent, l'eau, etc. Et la gestion de tout ça qui est importante évidemment. Et enfin sur l'humain, je dirais que il y a plusieurs choses. Le design biophilique, c'est la relation, c'est comment par le design on peut reconnecter les humains à leur nature, mais je ne vais pas m'égarer sur ce sujet, on pourra en rediscuter après. Et puis il y a la question des expériences de nature qui est extrêmement importante. Anne-Caroline Prévost, qui est une chercheuse du Muséum national d'histoire naturelle, a théorisé sur la perte d'expériences de nature. En gros, les urbains d'aujourd'hui sont des enfants d'urbains, et donc l'imaginaire rural est en train de disparaître chez les urbains. On n'a plus un oncle pêcheur, un grand-père agriculteur, et on n'a plus d'histoire de nature, et en fait, moins on est connecté à la nature, et moins on a envie de la protéger. Donc c'est pour ça qu'il faut créer des expériences de nature dans la ville. Voilà. Il y a plein d'outils. Je vais pas forcément les évoquer. Voilà. Il y a plein d'outils pour travailler ce sujet-là, pour valoriser les projets aussi. On peut très bien faire de la biodiversité sans outils, sans label, évidemment. Et puis, je voulais terminer par cette touche positive. Je pense qu'on est attendu sur ce sujet par les jeunes, entre autres, mais pas que. Voilà, merci.